Une nuit sans étoiles, un bruit presque imperceptible a traversé le ciel du Burkina Faso. On le prenait pour un simple souffle du vent, mais à mesure qu'il se répétait, il révélait une menace silencieuse prête à s'abattre sur un pays que beaucoup jugeaient trop petit pour se défendre. Comment expliquer qu'Ibrahim Traoré ait été l'un des rares à saisir, dans ce bourdonnement obstiné, le signe qu'on testait déjà les limites de la souveraineté de son territoire? À partir de ce moment précis, chaque seconde allait compter pour savoir qui contrôlerait vraiment ce ciel fragile. Le bourdonnement qui semblait anodin n'était en réalité qu'un avertissement, un seuil critique que le Burkina Faso venait de franchir sans même s'en rendre compte. La promesse de cette enquête est simple: comprendre comment un pays sous-estimé a transformé une vulnérabilité apparente en une réaction capable de surprendre même les puissances les mieux équipées. Si cette histoire mérite d'être racontée, c'est parce qu'elle révèle ce qui se joue réellement lorsqu'une nation pauvre en technologie se retrouve face à une intrusion invisible, méthodique, patiente. La question n'est pas seulement de savoir comment ces drones sont apparus, mais pourquoi ils ciblaient des zones précises, comme si chaque mouvement répondait à une logique déjà testée ailleurs. Et surtout, ce qui se passerait si personne n'avait décidé d'agir au moment exact où les premiers signes se sont alignés, car c'est là que tout a failli basculer. Ce récit dévoile les risques, les hésitations, les silences officiels et les décisions prises dans l'ombre, celles qui déterminent si un pays subit ou s'affirme. Les premiers rapports auraient pu passer inaperçus, mais un détail a brusquement changé l'équation. Trois signaux enregistrés en moins de 48 heures dessinaient le même schéma inquiétant. Cette révélation intermédiaire, appuyée sur une concordance rare dans les données de terrain, confirmait que le phénomène n'était ni localisé ni aléatoire. Au départ, le bourdonnement semblait un caprice météorologique. Pourtant, plus il se répétait, plus il devenait clair que ce n'était pas un simple souffle venu du Sahel. Les soldats aux avant-postes décrivaient des lumières fugaces, des trajectoires anormales, des interruptions électromagnétiques que les radars vieillissants ne savaient pas interpréter. Ce silence officiel, contrastant avec l'inquiétude du terrain, resserrait encore davantage la tension. Les jours passaient et chaque rapport confirmait l'intuition initiale. Quelqu'un observait, sondait, mesurait. Les drones n'étaient pas des engins isolés, mais les pièces d'une progression méthodique, minutieuse, presque clinique dans sa logique. Les zones riches en ressources, les points stratégiques, les axes militaires, tout semblait suivre une cartographie invisible. Ibrahim Traoré comprenait que cette accumulation d'indices n'était jamais due au hasard. Il savait qu'en géopolitique, l'erreur la plus commune consistait à sous-estimer la valeur d'un signal faible, là où d'autres voyait un phénomène étrange, lui voyait un test, une prise de température, une tentative de vérifier jusqu'où le Burkina Faso laisserait son ciel devenir un espace sans mètres. Les premiers relevés étaient imparfaits, mais ils suffisaient à montrer que le pays entrait dans une phase critique. Les, les drones volaient plus bas, s'approchaient davantage, et chaque nuit, leur présence devenait plus insistante. Le calme d'apparence masquait une pression qui s'intensifiait sans être nommée. Lorsque les relevés furent finalement combinés, une vérité simple apparut. Le pays n'avait plus le luxe d'attendre. Le murmure n'était plus un mystère, c'était une intrusion. Et si personne n'alignait les données à temps, ce qui semblait abstrait hier deviendrait demain une vulnérabilité irréparable. Au cœur de cette montée d'alerte, un petit groupe d'observateurs militaires devint la première ligne de compréhension. Ils n'étaient ni les mieux équipés ni les plus expérimentés, mais leur position dans les zones périphériques les plaçait exactement là où les anomalies se manifestaient en premier. L'un d'eux, stationné dans un avant-poste poussiéreux au nord, rapporta que les lueurs aperçues n'étaient jamais identiques, parfois trop rapides,
parfois trop silencieuses pour appartenir à des aéronefs conventionnels. Ce témoignage, isolé d'abord, prit de l'importance quand deux autres postes signalèrent des phénomènes comparables à quelques heures d'intervalle. Un second cas, survenu plus à l'est, renforça la suspicion. Des techniciens locaux habitués au dysfonctionnement banal des équipements usés remarquèrent que les interférences récentes avaient une régularité presque mathématique. Les coupures n'étaient pas accidentelles. Elles suivaient un rythme précis, comme si les drones testaient systématiquement la résistance du réseau. Cette cohérence transforma une simple intuition en un faisceau d'indices crédibles. La réaction précoce des équipes découla de ces deux constats. D'abord, la répétition des événements. Ensuite, la certitude que ces manifestations n'étaient pas le fruit d'une coïncidence. Les échanges entre les postes commencèrent à s'intensifier, créant un embryon de chaîne d'alerte qui ne dépendait plus des directives centrales. Chaque rapport, chaque note ajoutait une pièce à un puzzle que l'on n'avait pas encore osé nommer. Ces et signaux préliminaires, combinés, ne formaient pas encore une preuve. Mais ils révélaient un point essentiel. Quelque chose avançait, méthodique, silencieux, organisé. La question devient urgente. Que risquait-on vraiment? Avant que quiconque ne prenne la pleine mesure du danger, les signaux faibles n'étaient que des murmures perdus dans l'immensité du Sahel. Après quelques semaines seulement, ils devinrent une série d'événements alignés avec une précision qui ne laissait plus place au doute. Le pays avait basculé du stade de l'étrangeté atmosphérique à celui d'une intrusion ouverte, méthodique, presque arrogante dans sa régularité. Tout commença par une nuit où un avant-poste du Nord détecta un déplacement inhabituel, trop régulier pour appartenir à un phénomène naturel. Quelques heures plus tard, un deuxième poste confirma le même type de trajectoire, suivi d'un pic d'interférence qui paralysa momentanément ses transmissions. Ce double signe marqua le point d'inflexion. Il ne s'agissait plus d'une anomalie, mais d'une répétition. Ibrahim Traoré suivait ces évolutions avec une attention rigoureuse. Il savait que les drones ne se contentaient pas d'observer. Ils mesuraient, cartographiaient et semblaient calibrer leur passage pour tester la réaction du pays. Chaque nuit ajoutait un indice. Une vitesse trop constante, un angle trop précis, une descente trop calculée pour être innocente. Les opérateurs radars, même équipés de matériels usés, commencèrent à distinguer des signatures récurrentes comme des empreintes numériques laissées par les appareils étrangers. La montée en intensité ne tarda pas. Les drones volaient plus bas. Ils traversaient les zones sensibles dans un silence glaçant. Ils contournaient les collines, frôlaient les installations techniques, se faufilaient dans les angles morts des radars avant de revenir par des couloirs inattendus. Ce n'était plus un test, c'était une reconnaissance. Le point de rupture eut lieu un matin où les relevés accumulés montrèrent que trois appareils avaient suivi presque parfaitement la même trajectoire en moins de 72 heures. Cette symétrie confirmait ce que les techniciens redoutaient. Le pays était sondé de manière systématique. Les cartes des zones survolées révélaient un motif. Ressources naturelles, accès logistique, pointe militaire. Les appareils traçaient littéralement l'ossature stratégique du Burkina Faso. Face à cette montée continue, Traoré ordonna une réorganisation radicale de l'observation. Les anciens radars furent recalibrés, les fréquences ajustées, les équipes réparties en réseau plutôt qu'en postes isolés. L'ordre était simple et direct, capter tout, même l'infime. Chaque silence, chaque variation, chaque déviation devait devenir une donnée exploitable. Puis vint la nuit décisive. Vers 3 heures du matin, un appareil extrêmement rapide fut détecté, bien plus sophistiqué que les précédents. Sa signature électronique inhabituelle indiquait qu'il appartenait à une catégorie supérieure. À peine quelques minutes plus tard, un deuxième drone entra dans le champ d'observation, puis un troisième. L'intention était claire.
tester simultanément 3 points critiques pour saturer la réaction. Mais cette fois, le pays était prêt. Les équipes transformaient chaque relevé en trajectoire exploitable. Les opérateurs verrouillaient les cibles avec une coordination inédite. Les unités au sol attendaient l'ordre. Quand il tomba, tout se joua en un éclair. Un premier missile fendit le ciel. L'appareil disparut. Le second suivit. Le troisième tenta une fuite vers le sud, mais les recalages radars permirent de le suivre jusqu'à son interception. En 6 minutes, tout était terminé. 3 drones détruits. Aucune évasion, aucun angle mort, aucun doute. C'était l'instant où l'intrusion cessa d'être un murmure. Elle devint un affront et la réponse une démonstration. Au départ, les données recueillies semblaient trop fragmentées pour constituer une base fiable. Mais après la neutralisation des appareils, le passage du brouillard d'incertitude à une lecture claire fut immédiat. Ce basculement du flou vers la précision marquait le véritable delta. Le pays disposait enfin de mesures concrètes pour comprendre l'ampleur de l'intrusion. Le premier chiffre concernait le drone intercepté à 2000 mètres d'altitude. Cette hauteur n'était pas un hasard. Elle offrait un angle de surveillance idéal tout en restant suffisamment élevé pour échapper aux radars obsolètes. Les techniciens confirmèrent que ce niveau exact permettait aux appareils étrangers de cartographier discrètement les installations sensibles. Cette donnée révélait une méthode d'observation conçue pour minimiser les risques de détection. Le deuxième chiffre portait sur l'appareil abattu alors qu'il filait à 400 km/h, une vitesse anormale pour un engin opérant en reconnaissance, mais parfaitement cohérente pour tester la réactivité d'un système défensif. Les experts conclurent que ce rythme élevé était destiné à vérifier la capacité du Burkina Faso à réagir en temps réel. Cette vitesse démontrait une volonté claire de pousser l'armée à révéler ses marges de manœuvre tactiques. Le troisième chiffre tenait à la répétition quasi parfaite des trajectoires. Les 3 drones neutralisés suivaient un tracé dont la déviation moyenne était inférieure à 15 mètres entre les différentes nuits. Cette marge minuscule confirma une intention méthodique, presque clinique. Cette précision montrait que leurs opérateurs connaissaient déjà les points faibles supposés du réseau aérien national. Lorsque ces données furent de mise côte à côte, Ibrahim Traoré comprit que le pays n'avait pas seulement intercepté 3 appareils, mais un protocole complet d'essai, une sorte de diagnostic inversé dans lequel l'intrus évaluait la robustesse locale. Les chiffres dessinaient une logique plus vaste que la simple observation. Le ciel burkinabé avait été traité comme un laboratoire. Les ingénieurs s'attelèrent alors à retracer les fréquences exactes sur lesquelles les drones transmettaient leurs signaux. Ils constatèrent des cycles irréguliers, parfois très faibles, parfois étonnamment nets, comme si les opérateurs étrangers ajustaient leurs paramètres en temps réel pour contourner les recalibrages locaux. Ces variations permirent toutefois de perfectionner les radars vieillissants, d'identifier les signatures et de renforcer les corridors de défense. Plus les techniciens analysèrent les données, plus le récit devenait cohérent. Les vitesses, les altitudes et les trajectoires révélaient un adversaire bien équipé mais convaincu que le Burkina Faso ne réagirait pas assez vite pour poser une menace. La neutralisation rapide des drones démentit cette hypothèse. Les données post-opération montraient que chaque manœuvre hostile avait été repérée, suivie, verrouillée. Ce corpus chiffré ne représentait pas seulement une preuve, c'était le fondement d'un changement stratégique majeur. Le pays passait d'une posture réactive à une posture capable d'anticiper. Et dans cette montée en compétence, un message s'imposait. L'intrusion n'avait jamais été invisible, seulement sous-estimée. 2 positions majeures émergèrent immédiatement après la neutralisation des drones, et chacune semblait suffisamment solide pour mériter d'être examinée sans complaisance. La première affirmait que la victoire du Burkina Faso
prouvait une montée en compétences décisives. Malgré un matériel ancien, les équipes avaient recalibré leurs radars, unifié leurs postes d'observation et neutralisé 3 appareils en 6 minutes. Cette lecture mettait en avant la coordination nouvelle entre techniciens et militaires, ainsi que la capacité à transformer des équipements vétustes en outils suffisamment précis pour suivre des trajectoires complexes. Pour ceux qui défendaient cette thèse, la démonstration de force était indiscutable. Un pays réputé vulnérable venait de montrer qu'il pouvait détecter, analyser et frapper avec une efficacité rare. Face à cela, un argument posé prenait forme. Certains observateurs estimaient que cette réussite constituait davantage une exception qu'une norme. Selon eux, les drones abattus, bien que sophistiqués, n'avaient peut-être pas déployé tout leur potentiel technologique. Ils avançaient que d'autres appareils, mieux équipés, auraient pu contourner plus aisément les radars locaux. Ce point de vue soulignait également une vulnérabilité structurelle. Le système de défense reposait sur des ajustements ingénieux mais fragiles, dépendant d'équipements vieillissants et d'équipes sursollicitées. Pour ces analystes sceptiques, la victoire était impressionnante, mais ne préfigurait pas nécessairement une capacité durable. Cependant, lorsque l'on revient aux données concrètes issues de l'opération, une synthèse plus nuancée s'impose. Les vitesses relevées, dont une pointe estimée à 400 km et à 100 km/h, les altitudes calculées, dont un passage à 2000 mètres, et la répétition quasi parfaite des trajectoires indiquent une intention hostile structurée. Les drones cherchaient à éviter la détection et à sonder les défenses. Leur neutralisation successive, malgré des tentatives évidentes d'évasion, démontre que la coordination burkinabé n'a pas été un coup de chance mais la réponse directe à une intrusion calculée. Les sceptiques pointent des limites réelles, mais les faits montrent une adaptation rapide fondée sur la vigilance, la méthode et la lecture précise des signaux. En définitive, les deux positions coexistent, mais l'opération elle-même révèle une réalité plus subtile. La menace était sérieuse et la riposte a été méthodiquement construite. À ce moment précis du récit, une révélation inattendue se fit jour. L'opération qui semblait n'être qu'une riposte défensive avait en réalité déclenché un déplacement stratégique beaucoup plus profond. En abattant les drones, le Burkina Faso n'avait pas seulement protégé son espace aérien, il avait forcé les acteurs extérieurs à réévaluer leurs calculs, obligeant même les plus sceptiques à reconnaître que la marge d'erreur venait de changer de camp. Ce retournement commença lorsque les analystes locaux, en compilant les données, découvrirent que les drones n'exécutaient pas une mission de reconnaissance isolée, mais un protocole complet d'intrusion progressive. Les trajectoires répétées, les vitesses irrégulières et les variations de fréquence n'étaient pas de simples détails. Elles formaient une grille de tests destinée à mesurer la capacité du pays à réagir sous pression. C'est à partir de ce constat que le rôle d'Ibrahim Traoré prit une autre dimension. Non plus seulement celle d'un chef militaire attentif, mais celle d'un stratège comprenant que chaque réaction envoyait un message. Le ciel burkinabé n'était plus un espace perméable, mais un territoire capable de riposte autonome. Cette révélation marquait le milieu du parcours, là où l'histoire cesse d'être défensive pour devenir directive. Les conséquences de la neutralisation des drones dépassèrent très vite le cadre militaire. Ce qui, au départ, ressemblait à un simple acte de défense technique devint une onde de choc qui se répercuta dans 4 sphères distinctes: nationale, Dansu, Noué Diakité et Kouvuk Sahel. Chacune révéla une transformation profonde, souvent inattendue, toujours révélatrice d'un changement d'équilibre. Au niveau national, l'impact le plus immédiat fut psychologique. Pendant des années, le Burkina Faso avait été perçu comme un espace vulnérable, exposé aux intrusions extérieures sans pouvoir y répondre efficacement.
Mais l'opération réussie montra l'inverse. Les 3 drones abattus en 6 minutes devinrent un symbole de détermination et de compétences techniques dans un pays longtemps décrit comme technologiquement dépassé. Ibrahim Traoré, jusque-là figure militaire ferme mais discrète, se transforma en repère de souveraineté active. La population redécouvrit une forme de confiance collective, convaincue que le pays n'était plus condamné à subir. Cette confiance nouvelle ne relevait pas de l'enthousiasme passager. Elle reposait sur une preuve concrète, visible, mesurable. Sur le plan civil, la victoire eut un effet inattendu. Les habitants des régions proches des zones de surveillance, autrefois habitués à un sentiment d'impuissance face aux événements extérieurs, commencèrent à participer davantage au dispositif d'alerte. Le récit de l'opération circula vite. Techniciens, soldats, habitants des avant-postes devinrent des relais d'information, transformant des routines locales en un réseau organique de vigilance. Les civils comprirent que leur rôle ne se limitait plus à subir, ils faisaient une partie intégrante de la chaîne de défense. Cette implication accrue créa un climat de solidarité qui réduisit l'écart traditionnel entre population et institutions militaires. Les répercussions économiques furent plus progressives mais tout aussi déterminantes. La neutralisation des drones força les entreprises étrangères présentes dans les secteurs stratégiques, extraction minière, infrastructures isolées, routes logistiques, à réévaluer leurs pratiques. Elles ne pouvaient plus considérer le pays comme un terrain totalement ouvert et perméable. Certaines durent revoir leurs procédures de sécurité, d'autres redéfinir leurs accords avec les autorités. Le contrôle renforcé du ciel signifiait une surveillance accrue des opérations au sol, un effet domino auquel peu s'attendaient. Cette redéfinition des rapports força, pour la première fois depuis longtemps, une redistribution subtile du pouvoir économique en faveur des autorités burkinabées. Dans l'espace régional, les réactions furent immédiates. Les pays voisins, souvent confrontés aux mêmes défis, absence de radars modernes, intrusion de technologies extérieures, dépendance aux puissances étrangères, virent dans l'opération burkinabé un modèle d'adaptabilité. Les chancelleries observèrent comment un pays en apparence dépourvu d'avantages technologiques avait réussi à neutraliser une menace sophistiquée grâce au recalibrage de vieux dispositifs et à une coordination humaine stricte. Cette réussite, portée symboliquement par Ibrahim Traoré, commença à redéfinir la place du Burkina Faso dans les discussions régionales de sécurité, non plus comme un acteur marginal, mais comme un pays capable de résistance autonome, et donc digne d'être écouté. La neutralisation des drones ne modifia pas seulement la perception internationale, elle recomposa les lignes d'autorité à plusieurs niveaux, révélant qu'un pays souvent sous-estimé pouvait, par méthode et cohésion, changer la dynamique d'un espace entier. Les mois qui suivirent l'opération dessinèrent une ligne d'horizon incertaine. L'intrusion des drones n'était pas un événement isolé, mais un révélateur. Elle obligeait désormais le Burkina Faso à envisager plusieurs trajectoires possibles, chacune dépendant de la façon dont les acteurs régionaux, économiques et technologiques allaient réagir. 3 scénarios se dessinèrent alors, couvrant une période de 6 à 12 mois. Dans cette projection, le pays consolide progressivement ses dispositifs de surveillance. Les radars recalibrés sont entretenus régulièrement, les équipes gagnent en expérience et une chaîne de vigilance se structure sans bouleverser les équilibres existants. Les drones hostiles ne réapparaissent pas immédiatement, mais les puissances extérieures ajustent leurs méthodes, préférant des approches plus subtiles, moins visibles. Le Burkina Faso progresse mais reste dépendant d'un effort constant pour maintenir son niveau actuel. La stabilité est réelle mais vulnérable à la moindre faille. Ce scénario suppose que la victoire crée un effet d'entraînement. Les autorités investissent davantage dans la modernisation des systèmes de détection. Des partenariats régionaux se développent avec d'autres pays du Sahel soumis à des menaces similaires.
Les ingénieurs locaux, forts de l'expérience accumulée, améliorent leurs outils et forment une nouvelle génération de techniciens capables d'entretenir un réseau national cohérent. Les entreprises étrangères, conscientes du changement de rapport de force, adoptent des pratiques plus transparentes, réduisant les zones opaques qui facilitaient autrefois les intrusions. Le pays gagne en autonomie et sa souveraineté aérienne devient un modèle régional. Dans la version la plus délicate, des puissances extérieures décident de répondre de manière indirecte. Plutôt que de recourir à de nouveaux drones, elles exploitent des leviers économiques ou diplomatiques afin de tester les limites politiques du pays. Les infrastructures vieillissantes deviennent alors un risque majeur. Sans investissement régulier, les capacités de détection se dégradent et la victoire initiale se transforme en exception difficile à reproduire. Le pays se retrouve à nouveau exposé, non pas militairement, mais structurellement. Dans chacun de ces scénarios, la question centrale demeure la même. Une souveraineté technologique fragile n'est jamais un état stable, mais un processus à renouveler continuellement. L'impact de cette opération ne se limita ni au radar ni aux salles de commandement. Il rejoignit des réalités beaucoup plus proches du quotidien, touchant trois groupes distincts: ceux qui vivent aux frontières, ceux qui dépendent de la stabilité économique et ceux qui observent l'avenir du pays avec une inquiétude silencieuse. Pour les habitants des zones rurales du Nord et de l'Est, souvent premiers témoins des phénomènes inhabituels, cette victoire offrait un sentiment rare, celui d'être enfin protégés. Pendant longtemps, ils avaient vu passer des engins inconnus sans pouvoir distinguer s'il s'agissait d'une menace ou d'un simple hasard. Après l'opération, une certitude nouvelle s'imposa: les anomalies n'étaient plus ignorées, elles étaient traitées. Cette reconnaissance du vécu local transforma leur relation aux institutions, renforçant un sentiment d'appartenance que beaucoup pensaient perdu. Du côté de ceux qui dépendent de l'activité économique, en particulier dans les zones minières ou logistiques, les effets furent plus subtils mais tout aussi réels. La neutralisation des drones signifiait une réduction des risques d'ingérence extérieure, donc une meilleure protection des ressources. Cela engendra un regain de confiance dans les projets en cours, une impression que les investissements, même modestes, étaient désormais mieux sécurisés. Enfin, pour les jeunes citadins qui observent l'évolution du pays à travers les médias, l'opération devint une histoire révélatrice. Un exemple montrant qu'un territoire considéré comme fragile pouvait encore affirmer sa place. Cette narration inspira une forme de lucidité nouvelle, une conviction que la souveraineté n'est pas un concept abstrait, mais quelque chose qui se construit par des actions concrètes, parfois discrètes, parfois fulgurantes. Pour apporter une petite précision, notez chaque fois qu'un événement national semble lointain. Souvent, ses répercussions s'invitent dans des recoins inattendus du quotidien. Pour apporter une petite précision, observez comment une information technique peut devenir un élément de cohésion sociale lorsqu'elle est comprise et partagée. Pour transformer une victoire ponctuelle en stratégie durable, il fallait établir une feuille de route claire, mesurable et adaptée aux moyens du pays. Dès les premières semaines suivant l'incident, une direction se dessina: renforcer la souveraineté aérienne en combinant technique locale, coordination régionale et discipline opérationnelle. Cette approche, portée en grande partie par la vision d'Ibrahim Traoré, reposa sur plusieurs étapes successives. Les techniciens locaux reçurent la mission de moderniser les radars existants par itérations successives. Le calendrier était strict: mise à jour hebdomadaire, tests nocturnes bihebdomadaires, validation mensuelle. La mesure de réussite reposait sur la réduction du temps de détection des anomalies et l'augmentation de la portée effective des appareils recalibrés. Les avant-postes, les habitants des zones sensibles et les opérateurs centraux furent intégrés dans un protocole unique: signalement durant moins de 4 minutes, transmission directe aux cellules d'analyse, réponse coordonnée dès que trois relevés concordants apparaissent. Ce modèle,
inspiré des pratiques observées pendant l'intrusion, visait à rendre chaque silence suspect comptable et chaque bruit anormal exploitable. Une équipe hybride d'ingénieurs et de spécialistes des communications fut chargée de structurer une base nationale regroupant vitesse, altitude, trajectoire et fréquences détectées. Leur objectif: réduire les angles morts informationnels. La performance se mesurait à la capacité d'identifier une répétition de trajectoire en moins de 24 heures. Les pays voisins furent invités à partager certains relevés avec un principe simple: un drone vu dans un pays doit être anticipé dans un autre. Les progrès seraient évalués par la synchronisation des alertes transfrontalières. Ces étapes n'étaient pas théoriques. Elles formaient un mécanisme permettant d'éviter que l'intrusion ne se répète. Et surtout, elle rappelait une vérité simple: la souveraineté est une pratique quotidienne, pas un statut acquis. Dans le calme retrouvé des avant-postes, les mêmes silhouettes qui avaient aperçu les premières lueurs étranges se souvenaient encore du moment où tout avait basculé. Ce paysage poussiéreux du Nord, évoqué plutôt comme simple théâtre d'observation isolé, était devenu le symbole d'un pays qui avait choisi de ne plus détourner le regard. Les soldats et les techniciens qui y travaillaient n'avaient rien d'héroïque en apparence, mais leurs gestes répétés, leurs notes minutieuses et leur ténacité silencieuse avaient façonné la première ligne de la souveraineté retrouvée. C'est là, sur ces terrains sans gloire, qu'Ibrahim Traoré comprit la portée réelle de ce qui venait de se produire. Le pays ne s'était pas seulement défendu, il s'était révélé à lui-même. Les hésitations du début, les signaux faibles ignorés, les interférences incomprises devinrent les pierres fondatrices d'un récit où chaque détail comptait. Quand les drones tombèrent, ce n'était pas une prouesse technologique, c'était l'accomplissement d'un instinct collectif, né au milieu du sable, de la poussière et des silences vigilants. Une nation se réveille quand elle se reconnaît. L'épisode qui s'est joué dans le ciel du Burkina Faso ne relève ni d'un miracle ni d'un simple hasard. Il rappelle qu'une nation, même lorsqu'elle semble vulnérable, peut réécrire sa position dès lors qu'elle choisit de regarder clairement ce qui la menace. L'histoire des drones abattus n'est pas seulement militaire. Elle s'est infiltrée dans les discussions de marché, dans les salles de classe, dans les conversations discrètes où l'on s'interroge sur la place réelle d'un pays dans le monde. Cette prise de conscience collective, discrète mais profonde, ouvre un espace de réflexion qui dépasse les frontières. Elle invite chacun à considérer ce que signifie, dans son propre environnement, la souveraineté au quotidien. Reconnaître les signaux faibles, s'organiser avec les moyens disponibles, ne pas laisser l'inconnu avancer sans réponse. Les récits comme celui-ci rappellent que la force ne réside pas uniquement dans la technologie, mais dans la capacité d'un peuple à transformer une menace en occasion de se rassembler. Et que parfois, un simple détail observé au bon moment peut changer une trajectoire entière.